Bonjour. Ah, c'est bon. Attends. Attends. Comment faut appuyer dessus? Ah si, c'est bon, ouais. Heureusement que j'ai pas hurlé. Bonjour à tous. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. On va commencer par se présenter. Vas-y, tu commences. Donc moi, je suis Sébastien Bizet, je suis responsable de la communication à la Fondation Louis Vuitton. Et donc je suis Alix Deltour, directrice de l'expérience client chez Askmona. Askmona est une start-up qui met l'intelligence artificielle au service des institutions culturelles en créant des chatbots. Et donc, on est là aujourd'hui avec Sébastien pour vous raconter l'histoire d'Askmona, de la Fondation Louis Vuitton et de notre chatbot 12V. Et on va vous raconter l'histoire de façon chronologique, en fait, tout simplement. On a commencé à travailler avec la Fondation Louis Vuitton au tout début d'Askmona. On a contractualisé ensemble le courant 2018 et on a sorti 12V, qui est donc, dont vous voyez l'avatar au-dessus, qui représente les voiles de la Fondation, en février 2019, initialement sur Messenger. Et on a commencé par la partie information pratique, donc un chatbot qui répond à toutes les questions que se posent les visiteurs en amont des visites. Et on va vous parler un petit peu de 12V, pourquoi on a créé 12V. Et pourquoi le besoin du chatbot? En fait, ce projet déjà, c'est un projet collaboratif, vu que c'est un projet qui était porté à la fois par la direction des publics, la direction de l'informatique et la direction de la communication. Parce que c'est un outil déjà qui était pensé pour un peu... faciliter la vie ce qu'on appelle le helpdesk, c'est-à-dire tous les gens qui répondent aux demandes des visiteurs et qui étaient sursaturés de demandes, mais de demandes finalement qui étaient toujours parfois un peu les mêmes, donc en tout cas dans la masse des demandes. Et donc c'était Bérangère qui était responsable de l'accueil des publics, qui avait eu l'idée, je crois, avec Marion, l'informatique, je les cite, de développer cet outil, voilà, pour automatiser certaines réponses qui pouvaient l'être et de faciliter la vie justement du personnel de l'accueil au téléphone qui du coup pouvait se concentrer sur les réponses qui nécessitaient plus de préparation ou de contenu spécifique. Voilà, pour le contexte. Et donc le début de la collaboration, ça a été à la fois une partie technologique qui se passait côté Askmona, c'est-à-dire entraîner notre intelligence artificielle à répondre à toutes ces questions que les équipes de la Fondation avaient déjà commencé à identifier. Ils avaient une FAQ et puis ils ont aussi toutes les équipes in situ qui étaient habituées à répondre à toutes ces demandes. Donc nous, on a continué à entraîner notre intelligence artificielle avec toutes ces demandes-là. Et puis il y avait aussi l'aspect graphique et éditorial de qui va porter cette voix, qui va rentrer en conversation avec les visiteurs. Et donc, ça a donné lieu à un certain nombre d'ateliers où, en fait, c'est Marianne International qui travaille à la Fondation Louis Vuitton pour les agents d'accueil. Marianne International qui est notre prestataire pour tout ce qui est accueil. Donc il y a eu plusieurs ateliers en fait qui ont été faits avec les personnes de l'accueil, vu que c'est quand même nos agents d'accueil, c'est vraiment eux qui sont en contact tous les jours avec le public et qui doivent répondre à toutes leurs questions. Et donc il y a eu plusieurs ateliers sur... il y avait plusieurs thèmes. Il y avait déjà les questions auxquelles vous répondez souvent, celles qui pourraient être automatisées. Et après, une fois qu'on a dégagé le besoin de ce chatbot, l'idée c'était quelle forme il va prendre, qui va incarner ou comment va être incarné ce chatbot. Donc il y a eu pas mal d'idées qui ont émergé. Il y a eu un capitaine Louis, un loup en référence à Louis Vuitton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Je crois qu'il y avait un capitaine Franck, du nom de Franck Guéry, l'architecte de la Fondation. Enfin, voilà, donc sur pas mal d'incarnations possibles, parce que l'idée de ce chatbot, c'était d'en faire un peu une mascotte, en tout cas quelque chose auquel les gens ont envie de poser des questions et qui puisse être un peu sympathique. Voilà. Et donc finalement, c'est 12V. Et donc finalement, alors je crois qu'on avait un projet qui...
Ouais, Un peu ça, les ouais. coûts. Donc après, finalement, on a travaillé avec BETC qui nous a proposé deux personnages. J'ai retrouvé la présentation. Et donc, il y avait une capitaine Louise, mais une capitaine Louise qui était trop mode. Et nous, c'est pas l'image qu'on veut donner. La Fondation Louis Vuitton, c'est un musée. On veut être accessible au plus grand nombre. Donc, on a écarté Capitaine Louise et on s'est Louise d'après Louis Vuitton, voilà, capitaine qui était censée être une personne un peu. Enfin, ils avaient fait tout un petit scénario comme dans un film où on imagine un caractère, une manière de répondre aux questions. Donc, inspiré de Judi Dench dans James Bond, enfin voilà, de plein de Louise, de Adèle Blanc-Sec, enfin voilà, plusieurs, un mélange de personnalités. Et finalement, on s'est dit que ce qui incarnait le plus la Fondation Louis Vuitton, c'est quand même son bâtiment. Donc c'est l'architecture, et donc il y a ce personnage qui est né, 12V, parce que en fait 12V, donc il a été un peu inspiré par je sais plus le nom du personnage de Microsoft, là, le trombone qui parlait quand on ouvrait, voilà, un petit côté vintage. Et, mais qui incarnait le bâtiment, mais de manière un peu simple, quoi. Donc 12V, parce que c'est les 12 voiles de verre de la Fondation, et donc ça permettait d'avoir un personnage un peu mascotte qui représente le bâtiment, qui peut prendre des formes différentes selon ses humeurs, et tout en montrant un peu la Fondation, quoi, en gros. Et donc là, on avait les bases pour déployer ce projet, un personnage, une ligne éditoriale qui permettait un peu plus de légèreté, une tonalité sympathique. On est dans le cadre d'une conversation, donc on échange en direct avec les visiteurs. C'est important de pouvoir créer ce lien et de ne pas être trop formel dans les échanges. Et on avait aussi toute la base technologique et les réponses à apporter aux visiteurs. Donc on a mis 12V en ligne en février 2019 sur Messenger, qui était à l'époque le canal le canal numérique qui recevait vraiment énormément de demandes d'informations pratiques assez récurrentes. Mais qui donc était fermé à tous les gens qui n'étaient pas sur Facebook. Voilà. Et donc petit à petit, Facebook a à la fois ouvert des nouvelles possibilités, et Askmona, on a commencé à travailler sur des nouveaux points d'entrée pour les chatbots. Et donc on a ensuite déployé ce que Facebook avait mis courant 2020 à disposition des startups qui développaient des chatbots. C'était un plugin Messenger sur le site internet. Et donc on pouvait avoir accès à 12V à la fois directement via la page Messenger de la Fondation et sur le site internet. Et puis est arrivé un autre enjeu auquel on a souhaité répondre ensemble, c'est l'animation des files d'attente, qui était un gros enjeu pour les visiteurs et pour la Fondation Louis Vuitton. Même s'il n'y a pas non plus toujours la queue à la Fondation, j'aimerais qu'on arrête de dire ça. Mais ça peut arriver. Donc l'idée, c'était que quand les gens font la queue, ils puissent avoir une petite expérience qui puisse leur permettre d'occuper un peu leur temps de manière plutôt amusante et décalée, mais tout en leur faisant découvrir un peu l'exposition ou les œuvres qu'ils vont découvrir après. Et donc on a commencé avec Charlotte Perriand. Avec Charlotte Perriand en octobre 2019. C'est ça. Et donc on a créé une première expérience ludique qui était accessible toujours via 12V, soit en lui posant une question ou via un bouton dans 12V. Et il y avait également un lien qui permettait à l'équipe communication de faire la promotion du jeu pour y accéder directement sur Facebook. L'idée, c'était de créer son intérieur. C'est ça. Comme Charlotte Perriand, c'était une exposition très grand public et qui touchait tout le monde parce que ça touche au lieu où on vit. Voilà, c'était la synthèse entre l'art et le design et aussi notre lieu de vie. Donc l'idée, si je me souviens bien de ce petit jeu, c'était en gros de découvrir quel lieu créé par Charlotte Perriand on était. Donc si en fonction de réponses, en fait, je ne sais plus comment s'appellent ces jeux, mais en fonction de chaque réponse, on était amené sur une autre question
et en fonction des réponses, ça a affiné le résultat. Et donc, par exemple, on pouvait être la maison au bord de l'eau, ou si on aimait la montagne, qu'on avait répondu dans une question Un qu'on chalet à aimait, voilà, on pouvait Méribel. être le chalet à Méribel ou le refuge Tonneau, enfin voilà. Et donc, c'était un peu décalé, c'était un peu comme des tests qu'on fait dans des magazines l'été, mais pour arriver à une réalisation de Charlotte Perriand de manière grand public. Parce que l'idée de 12V, c'est qu'il ne soit pas dans un savoir académique, scientifique. Ça, on l'a déjà avec l'application de visite. Donc là, c'était vraiment qu'il soit très accessible et au plus grand nombre, aux personnes âgées comme aux personnes plus jeunes. Et du coup, tu fais la transition en parlant de l'application de visite sur le dernier type de dispositif qu'on a mis en place, qui est une expérience de médiation in situ, où on s'est appuyé sur un usage que tout le monde a pu constater dans les institutions culturelles, c'est que les visiteurs prennent les œuvres en photo. Et donc l'idée, c'est que les visiteurs sont tout simplement invités à prendre les photos les œuvres qui font partie du parcours, en photo, pour derrière recevoir du contenu qu'on a à la fois écrit côté Ascmona, et aussi l'idée, c'est de réemployer une partie des médias qui sont créés par les équipes de la Fondation. Ouais, pour les réseaux sociaux ou pour l'application de visite, justement. Et donc, pourquoi comment se place, selon toi, le chatbot, justement, dans cet écosystème d'outils de médiation que vous mettez à disposition de vos publics? C'est une médiation complémentaire parce que nous, on est communication, donc on ne se substitue pas aux outils qui sont développés par la direction des publics pour le public. Donc, c'est-à-dire qu'à la Fondation, on a de super médiateurs qui font le boulot très bien d'expliquer les œuvres et de faire le lien. Mais c'est vrai que certaines personnes n'osent pas les aborder, n'osent pas poser des questions parce qu'ils peuvent se sentir peut-être bêtes ou de poser telle question, ce qui n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas de questions idiotes. Mais on peut comprendre que des gens ne soient pas à l'aise pour aller voir les médiateurs. Et donc, c'est toujours un complément. Voilà. Et donc, on a l'application de visite qui est en gros notre audio guide qui est téléchargeable sur téléphone et qui donne beaucoup de contenu scientifique, donc par la parole des commissaires, des entretiens avec les artistes. Et nous, l'idée, c'était de faire une médiation, mais une médiation un peu allégée, sur une sélection d'une vingtaine d'œuvres, et qui soit assez ludique, plutôt sur des anecdotes, des petites histoires. Donc comme ça, on a vraiment 3 propositions différentes, mais adaptées aux différents publics qu'on accueille aussi, selon leur âge, selon leur caractère, même leur personnalité. Donc ceux qui sont à l'aise iront plutôt suivre les micro-visites parce qu'ils osent poser des questions. Après, il y a ceux qui ont envie du contenu plus scientifique, plus académique, qui est sur l'application de visite, qui est très riche avec beaucoup de contenu. Et après, voilà, 12V, par exemple, on prend en photo une œuvre de Hantai et il va nous sortir une petite vidéo en disant là, cette œuvre, la petite anecdote qui va bien, avec une petite vidéo, un renvoi vers une vidéo qui explique que Simon Hantai, on le voit en train de plier son œuvre. Enfin voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'idée, c'est d'être plus comme si on était avec un copain qui connaît un peu l'artiste dans l'expo et qui ait une approche beaucoup plus, je sais pas, sympathique et décomplexée, quoi. Et il y a aussi le format interactif, où on est toujours dans un format de conversation. Alors pour la partie médiation, on va mimer la conversation. Il n'y a pas encore d'intelligence artificielle qui soit capable d'anticiper toutes les questions que les visiteurs peuvent se poser face à une œuvre. Mais donc on réfléchit ensemble à chaque début de projet. La ligne éditoriale, on l'a toujours, donc c'est vraiment la suite de 12V. Mais en fonction du sujet de l'exposition, quel va être a priori le niveau de connaissance des visiteurs qu'on va toucher via ce dispositif, et quel arbre de décision on va proposer pour toujours proposer une façon de découvrir les contenus où l'utilisateur visiteur est vraiment maître de ce qu'il va découvrir. Il clique sur des boutons pour continuer à aller plus loin, on lui propose une vidéo, on peut aussi lui proposer tout type de médias. Et donc voilà, c'est un format
qui est dynamique et interactif. Pour l'exposition Morozov, je crois qu'on pouvait, par exemple, on prenait en photo une œuvre de Cézanne et on pouvait partir soit du contexte, parce que toute l'exposition Morozov, c'était autour du travail de collectionneur, comment les frères Morozov avaient fait ce travail justement pour sélectionner toutes ces œuvres d'art moderne. Et donc on pouvait partir soit du contexte historique ou soit d'un détail de l'œuvre. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant dans le chatbot, c'est qu'on peut partir de ce qui nous intéresse plutôt. Parce que pour les gens qui se foutent un peu de la dimension historique, au moins ils peuvent avoir une explication plus sensible, par exemple, sur le trait de Cézanne ou le paysage pour savoir où c'était. Enfin voilà. Et du coup, pour chaque exposition, on réfléchit effectivement à la meilleure manière d'aborder les œuvres. Pour Morozov, on avait choisi effectivement contexte ou l'artiste. Et c'était pour l'exposition Sherman où on proposait aussi le temps qu'on voulait accorder à la découverte de ces contenus. Donc il y avait j'ai une minute devant moi ou dis-moi tout en 5 minutes. Ouais. Et donc on réinvente pour chaque exposition et pour chaque expérience le format, les formats qui conviendront le plus au contexte de l'exposition. Et on l'a même réinventé pendant le Covid où on était fermé, on n'avait pas d'exposition, mais on avait quand même envie que notre 12V puisse avoir un échange avec, enfin bon, un peu... Je sais que c'est une intelligence artificielle, mais puisse avoir un échange avec les gens, voilà, surtout à une période où on était tous chez nous, donc voilà, où les gens avaient peut-être envie de découvrir des œuvres, et donc je crois qu'on avait accès pendant le confinement sur les œuvres de la collection, justement, vu qu'on a nous la collection de la Fondation qui est en ligne sur notre site. Donc pendant la période de confinement, on a invité les gens à découvrir un peu ces œuvres qui sont dans notre collection en ligne avec un jeu qui, je crois, qui partait de questions du genre est-ce que vous avez envie de promener votre animal de compagnie, enfin de trucs très, en plus qui maintenant paraît très daté, mais qui à l'époque étaient pleines de sens et où on était enfermés chez nous, on ne pouvait pas sortir. Et donc en fait en 2019 on a déployé ces 3 types d'expériences, information pratique, ludique et médiation. Et depuis, en fait, on continue 12V Info Pratique continue de vivre sa vie, d'évoluer. On met à jour les contenus, j'allais dire quotidiennement, enfin non, pas forcément, mais quand c'est nécessaire. On travaille vraiment en collaboration étroite. Nous, on a une équipe qui est dédiée au projet, qui suit les conversations et qui est là aussi pour faire des recommandations aux équipes de la Fondation sur des nouvelles intentions qui pourraient émerger ou à l'approche d'une grosse actualité, certains contenus qui pourraient être malin de déployer ou en tout cas de mettre à jour. Et puis pour la partie ludique et médiation, maintenant à chaque exposition, on retravaille ensemble pour proposer la partie ludique qui a vraiment plutôt une force de communication et on peut dire parfois aussi de prémédiation quand on le fait avant l'exposition. Et la partie in situ interactive qui utilise à la fois les contenus déjà déployés par la Fondation et puis ceux qu'on prépare pour chaque expo. Voilà. Et c'est vrai que par exemple, on adapte les jeux en fonction des expositions. Donc, pour Perriand, on était sur découvrir un peu le lieu que Perriand a créé qui correspond à vos envies, à votre personnalité. Sur Morozov, on était plutôt sur quel type de collectionneur êtes-vous? Si on était un collectionneur qui prenait des risques, qui était plutôt dans l'analyse ou dans la sensibilité. Et là, pour en taille et la couleur en fugue, nos expositions en ce moment, on est parti sur quelque chose de beaucoup moins... entre jeu et développement personnel, un peu, on a développé une petite méditation créative. Donc voilà, quelque chose qui est très en vogue et qui, suite au confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont mis aussi à la méditation. Et donc là, en gros, on invite la personne à fermer les yeux, à imaginer des couleurs. Et donc à la fin, on arrive sur une œuvre qui est présente dans l'exposition. Et je l'ai fait tout à l'heure avant de venir pour me remettre dans le bain. Et je suis tombé sur l'œuvre de Sam Gilliam qui est décédé il y a 3 jours. Donc ça m'a, ça m'a fait quelque chose quand même.
Et on peut peut-être parler de... On a représenté une ligne comme ça qui montre un petit peu presque le chemin qu'on peut parcourir avant de venir et quand on est à la fondation, avec la partie sensibilisation, awareness en amont, la partie information juste avant de venir et sur place si on a encore des questions, la file d'attente et la partie ludique, la médiation in situ, et puis ensuite il y a la prévisite. Donc voilà, pour l'instant on a imaginé trois types d'expériences qui vivent ensemble pour la fondation, et puis on continue à réfléchir à la suite. Ouais. Nous, une des pistes, en tout cas, là, avec la direction des publics, c'est que notre application de visite, la direction des publics est en train de la faire évoluer pour que ça devienne une web app, donc qui ne nécessite plus de télécharger, mais qui soit accessible directement sur le web. Et donc, ce qui permet de faire des liens avec d'autres outils et qui pourrait être bien pour nous, parce que là, pour l'instant, on a deux outils décorrélés. C'est vrai qu'il y a l'application de visite et le chatbot qui a sa propre vie. Et donc là, l'idée, ce serait qu'on puisse faire plus de ponts, justement, et de liens entre ce qui se passe sur l'application de visite, mais qui pourrait aussi renvoyer à 12V sur des questions pratiques ou même sur une médiation au sein d'une exposition plus ludique. Voilà. Donc on a un nouveau challenge technique, mais et voilà, on continue du coup à travailler ensemble pour l'amélioration du parcours visiteur, et puis aussi pour que ce soit le plus cohérent possible et que ça parle à tous. Exactement. Est-ce que vous avez des questions ? Je crois qu'on a été un peu rapide. Mais... C'était court, hein ? Ouais. Efficace. Bon, des gaps, il y en a toujours, mais... Oui, mais comment en fait, vous arrivez à voir, vous suivez en fait ce que vous avez mis en place et ouais, via des analyses qu'Askmona, tu veux peut-être en parler ? Alors, nous, il y a la partie data qui nous permet d'analyser le bon fonctionnement, et puis ensuite la réponse aux objectifs qu'on s'est fixés. En fonction de chaque institution avec laquelle on travaille, on n'a pas les mêmes objectifs. Là, par exemple, aujourd'hui, 12V, il a 165 000 utilisateurs cumulés depuis le lancement en 2018. Ce qui est énorme, ça aurait pu être un objectif qui soit très utilisé. Pour la partie info-pratique, ce qu'on regarde surtout, c'est la capacité de l'intelligence artificielle à répondre de manière satisfaisante aux questions. Donc nous, on a un suivi humain là-dessus. On a une personne qui lit régulièrement les conversations pour s'assurer que tout roule. Et puis ensuite, on a toutes les données qu'on remonte qui nous permettent d'analyser le fait que le chatbot n'ait pas compris une question, et donc auquel cas ça demande du réentraînement. Et puis ensuite, pour la partie ludique et la partie médiation, c'est pas les mêmes objectifs et les mêmes KPI qu'on va rechercher. Pour la partie ludique, on va surtout regarder si les visiteurs vont au bout du jeu. Et puis en fonction de la communication qu'on aura fait autour du dispositif, l'utilisation qui en est faite. Et pour la médiation, c'est un peu aussi la même chose, c'est-à-dire que ça dépend aussi de ce qu'on peut faire au niveau signalétique. Si on peut mettre, parce que bon, c'est vrai qu'à force, si sous une œuvre, il y a le petit flashcode pour l'appli de visite, le petit flashcode pour le chatbot, ça devient un peu, ça encombre un peu le regard. Donc l'idée, c'est quand même de mettre en avant les œuvres, c'est le but. Donc là, c'est vrai que pour Ciment en Taille, on a testé autre chose, c'est-à-dire qu'on a mis un flashcode au niveau du cartel de la salle, mais on n'en a pas mis sous les œuvres. Donc là, ça marche bien parce qu'en fait, quel que soit, comme c'est des séries, en fait, il reconnaît visuellement le chatbot. Quand on prend une photo d'une des œuvres, il reconnaît la série, donc il peut répondre. Mais c'est vrai qu'en fait, on adapte à chaque fois, à chaque exposition, parce que ça marche pour en taille où il a fait des séries, mais
ça ne marchera pas pour une exposition comme Morozov où c'est des œuvres différentes, quoi. Donc voilà, donc c'est toujours un ajustement, puis c'est toujours quelque chose qu'on fait main dans la main avec la direction des publics, vu que c'est eux qui s'occupent de la signalétique dans l'espace d'exposition. L'idée, c'est pas non plus de surencombrer le regard et de tourner le regard des visiteurs des œuvres. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que suivant les expositions, vous adaptez le chatbot à son ton éditorial parce qu'il est en ligne depuis 2019, mais du coup depuis il y a eu des adaptations ou des évolutions de l'IA? Je pense qu'il est de plus en plus à l'aise, notre petit 12V. Après, le ton, il est un peu le même depuis le début, c'est-à-dire qu'il est fait pour être sympathique, il peut faire des petites blagues, il parle avec beaucoup d'émojis. Enfin voilà, il est fait pour être un chatbot sympa et pas froid. Voilà, donc ça c'est toujours en fait c'est la base et après pour tout ce qui est médiation c'est en partant de cette base là qu'on construit la médiation justement pour que la personnalité du chatbot entre le jeu, les réponses qu'il va faire et la médiation qu'il y ait une cohérence, quoi. On va pas, il faut pas qu'on puisse se dire qu'il est schizophrène et que quand il nous parle de médiation, d'un seul coup, il est hyper sérieux, alors que quand il nous a parlé de comment je viens à la fondation, il a fait une petite blague. On essaie toujours de garder ce ton un peu blagueur de notre 12V, quoi. C'est un bout en train. Donc la ligne édito est la même et les contenus évoluent. Par exemple, tout à l'heure, Sébastien parlait du fait que 12V était animé en GIF. Il a des GIFs différents en fonction des saisons, donc on revoit la façon dont il se présente. Ouais, on avait même personnalisé pour Pâques, je crois. Ouais. On avait fait, il s'était un peu changé en neuf avec un petit nœud, c'est ça, Marion? Donc les contenus sont régulièrement mis à jour à l'occasion des saisonnalités et puis de toute façon des évolutions qu'il y a dans la fondation, mais la ligne édito reste la même. Puis il n'est pas impossible aussi que 12V puisse changer un peu de look et peut-être un peu se simplifier ou se styliser, quoi. Parce que c'est vrai qu'en plus ça évolue assez vite, donc bon là il a un petit côté vintage, mais peut-être qu'il mériterait un petit coup de jeune, un petit coup de pimp, quoi. S'il y a des graphistes. Bon, pas d'autres questions. Est-ce que vous l'avez testé? Et du coup, si vous l'avez testé, ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui vous a plu ou pas forcément plu, justement? Je l'avais testé à l'occasion de la collection Morozov. Et ce qui m'avait pas mal plu, c'est que effectivement, il y avait une certaine indépendance. Enfin, j'avais une certaine indépendance au cours de la collection pour aller voir les œuvres qui me plaisaient et avoir plus de contenu et effectivement découvrir exactement ce que vous dites, le ton un peu sympathique de 12V. Quand on arrive face à ce bâtiment immense, on peut être un peu épaté par ça. Et puis 12V nous accueille de manière sympathique. Donc effectivement, c'est assez plaisant dans le cadre. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Ouais, non, mais c'est l'idée. En plus, c'est vrai que le bâtiment peut faire peur, le nom peut faire peur. Donc l'idée, c'est que 12V, au contraire, il soit très rassurant, qu'il prenne le visiteur sous ses petites ailes, là. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça, ses voiles, quoi. Et qu'il leur parle de manière très simple et décalée, quoi. Voilà, pour justement pas leur faire peur. Est-ce que vous avez des problématiques qui ont été remontées via le chatbot? Des problématiques, par exemple, je sais pas, de signalétique. Est-ce que l'information que parfois les visiteurs donnent sur le chatbot fait changer les choses dans l'institution, peut faire évoluer les choses dans l'institution?
Alors, j'ai pas d'exemple en tête, mais en tout cas, on est très attentif à ce que, de toute façon, à ce que les visiteurs nous disent, que ce soit dans le livre d'or, via le chatbot, via les mails, voilà, donc comme tout musée. Mais là, j'ai pas d'exemple en tête de ce qui aurait. C'est plus la direction des publics qui pourrait voir si, enfin, qui pourrait dire si, en fonction des questions qui ont été posées au chatbot, si les équipes sur place ont. Mais j'ai l'impression que les questions par rapport au chatbot sont assez bienveillantes. Voilà, c'est toujours. Et après, de toute façon, à partir du moment où le chatbot ne peut pas répondre, parce que s'il y a une piste d'amélioration, quelque chose qui a déplu à un visiteur, ça passera du côté d'un humain. Parce qu'au bout d'un moment, Twelvin ne pourra pas répondre, donc il sait répondre à comment je viens, à quelle heure le musée ouvre, qu'est-ce que c'est l'exposition en ce moment, est-ce qu'il y a un concert. Mais après, si quelqu'un lui dit, je trouve qu'il y avait trop de monde dans les galeries, ou j'ai pas pu voir la dernière galerie parce que c'était l'heure de fermeture, là, ça basculera sur un humain qui pourra répondre et prendre en compte la demande, mais voilà, c'est géré directement après par les équipes. Avec la Fondation, on n'a pas beaucoup de surprises dans les messages. Et donc, j'ai pas non plus en tête des éléments qui auraient été remontés par des visiteurs ou des utilisateurs. Mais avec d'autres institutions, le chatbot permet parfois d'aller plus vite que les équipes, si je puis dire, et va remonter un problème technique avec la billetterie avant que les équipes aient eu le temps de s'en rendre compte. Et donc, il nous arrive assez régulièrement de remonter aux équipes des problèmes qui sont souvent en fait des problèmes techniques et régulièrement liés à la billetterie, parce que c'est le canal pour se plaindre de ça. Et donc là, on apporte vraiment une capacité de réaction et d'efficacité aux équipes. Alors, durant la visite, on a fait plein de tests différents de signalétique. Ouais. Et on a vécu des contextes en fait, un peu particuliers. Ça, c'est encore sur la médiation, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment encore la réponse de qu'est-ce qui fera qu'il sera plus utilisé ou pas, parce qu'on teste un peu à chaque nouvelle exposition, parce que c'est un outil vivant. Donc c'est vrai qu'on a testé plusieurs types de signalétique. Alors on voit ce qui ne marche pas du tout. Quand il n'y a pas de flashcode, c'est sûr, voilà, ça ne marche pas, hein, sans surprise. Mais pour le jeu aussi, on a vu que effectivement, c'est idiot, mais si on met le jeu sur la page web de l'exposition et qu'on s'en fait un peu le relais sur les réseaux sociaux, plus de gens joueront. Donc ça, c'est un peu logique. Mais après, sur les questions basiques d'information pratique, là, je crois que depuis que le chatbot est plus sur Messenger, donc qu'il est ouvert vraiment à tout le monde et qu'il est sur le site de la Fondation, tu as vu, le nombre d'utilisateurs s'est décuplé, non? Ah oui, bon, le nombre d'utilisateurs a explosé parce qu'il a beaucoup plus de visibilité. On n'a pas constaté dans la médiation, en tout cas dans l'utilisation de la médiation, une évolution. Ça a globalement toujours plutôt bien marché parce que je crois que les visiteurs, ça les amuse toujours autant de prendre des photos et de recevoir du contenu. Là où il y a des axes d'amélioration, c'est sur le niveau d'engagement derrière dans les contenus qu'on va proposer. Et on se rend compte qu'on ne peut pas être trop gourmand sur ce qu'on propose comme contenu. En revanche, sur la partie info-pratique, là, vraiment, en 4 ans, on voit une énorme différence dans la façon dont les utilisateurs parlent au chatbot. C'est vrai que quand on a commencé à lancer à mettre en ligne des chatbots sur des sites d'institutions culturelles en 2019, la plupart des chatbots d'Ascmona commençaient par « je suis un chatbot, il faut me parler en faisant des phrases courtes, etc. » Et aujourd'hui, le grand public est tellement habitué à avoir des interactions avec des chatbots sur d'autres types d'outils que les conversations sont vraiment beaucoup plus fluides. Et du coup, l'intelligence artificielle est vraiment très, très efficace.
Et après, ça dépend des expositions aussi. C'est sûr que sur une exposition Morozov qui a été un grand succès public, forcément, il y a plus de demandes de questions du public, vu qu'il y a déjà plus de réservations. Donc, il y aura plus de gens qui vont poser des questions. Et sur la médiation, c'est vrai que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au début, les gens prennent beaucoup de photos, et puis après, ça dépend. Mais en général, plus ils avancent dans l'exposition, et puis plus le taux réduit. Mais ce qui est normal, c'est que les gens, c'est comme l'application de visite. Au début, on le voit de toute façon, même dans la manière dont les gens circulent dans les galeries. Au début, il y a beaucoup de monde, les gens disent ah bah ouais, il y a la queue et tout, mais c'est parce qu'en fait au début les gens squattent un peu, prennent le temps, découvrent, regardent, lisent tous les cartels. Puis au bout d'un moment, ils se disent ah, il y a quand même 4 étages, donc ils vont un peu plus vite, quoi. Mais ça, c'est pas que chez nous, c'est dans toutes les expositions. Donc et ça, ça se voit aussi avec 12V sur en tout cas les œuvres. On essaie nous de pas faire trop d'œuvres non plus. Si on a 200 œuvres comme c'était le cas pour Morozov, on l'a fait sur une vingtaine. Parce que l'idée, c'est pas non plus que parce qu'il n'y a rien de pire quand on fait une exposition aussi, que tout le monde prenne une photo comme ça et voilà, donc l'idée, c'est pas non plus que tout ce qui est prise de photos, reconnaissance des œuvres et tout, prenne le pas sur la visite du visiteur moyen qui veut voir l'œuvre. Voilà, donc on essaie toujours de faire en respectant l'œuvre, c'est-à-dire en proposant des visites sur quelques œuvres ponctuellement dans l'exposition. Mais on ne le fera jamais sur toutes les expositions, parce que là, ce serait infernal. Toutes les œuvres. C'est un support de visite, voilà. Mais ça se substitue pas à la visite et à la découverte des œuvres. Est-ce qu'il y a une dernière petite question ? Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions à venir pour 12V? Quelles seraient les choses à venir que vous souhaitez porter? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la web app qui va être développée, donc tout l'enjeu aussi, nous, ce sera de faire en sorte que le web chat puisse être intégré à l'application, voir comment notre 12V peut coexister avec l'application, parce que c'est vrai que pour l'instant, il y a l'application de visite qui est téléchargeable et 12V qui existe aussi. Donc l'idée, nous, c'est toujours de faire un parcours qui soit facile pour le visiteur. Donc ça, c'est une grosse piste d'amélioration. Après, Alix le voit, on est plutôt jeune, donc comme on est ouvert que depuis 2014, donc en fait là, je pense, il y a des choses auxquelles je ne pense pas, et peut-être la semaine prochaine, d'un seul coup, on va se dire ah mais il y a, voilà, Marion qui a travaillé à la fondation aussi le sait, c'est qu'on a cette capacité à pouvoir se remettre en question assez vite et facilement, et d'un seul coup à se dire ah mais en fait faut qu'on fasse évoluer cet outil, parce que d'un seul coup, on prendra conscience de quelque chose. Voilà, c'est aussi la force de la Fondation et du travail avec vous. C'est que vous êtes très réactif, force de proposition, et que dès qu'il y a des petites évolutions ou des choses comme ça, on peut le faire ensemble, quoi, et faire évoluer les choses assez rapidement. Comme on l'a fait finalement quand on s'est dit que le chatbot, on ne voulait plus qu'il soit que sur Messenger, et que l'idée de ce chatbot, c'est qu'il soit ouvert au plus grand nombre, et donc on a décidé de le mettre sur le site, donc sans avoir à entrer un identifiant et un mot de passe, quoi. Et après, nous, chez Askmona, on a un certain nombre de développements en cours, certains qui sont une amélioration de l'existant, et d'autres qui sont aussi des nouveaux produits qui viennent compléter. Donc, tout ce qui vient améliorer les outils existants, la Fondation en bénéficie. Et puis après, on discute toujours de nos idées pour voir si il est valide, si ça vaut le coup de creuser. Et puis nous aussi, la piste d'amélioration, c'est voir comment on peut, nous, après, se faire le relais de ces différents outils mis à disposition de manière efficace pour que les gens, même si le but, c'est pas que tout le monde utilise 12V, mais c'est qu'en tout cas, tout le monde sache qu'il existe, quoi.
Enfin, tout le monde. Du grand nombre. Et justement, du coup, 12 aujourd'hui, il est disponible que en français? Non, il parle anglais. Et, Il parle français et anglais. Français-anglais. C'est nous, le site, les réseaux sociaux, tout est en français et en anglais. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne lui a pas appris notre langue. Et c'est l'objectif Bah, pour l'instant, français-anglais, déjà, on est une petite équipe. Donc, en fait, déjà, tout en français et en anglais, c'est déjà pas mal de boulot. Mais au début, je crois, quand la fondation avait ouvert, on était dans plusieurs langues. Et en fait, on a décidé. En fait, on regarde aussi beaucoup ce que font nos collègues musées. Donc, c'est vrai qu'en général, le français et l'anglais suffisent. Enfin, voilà, suffisent, non, parce qu'il y a toujours des gens qui parlent ni français ni anglais. Mais c'est vrai que, bon, après, on rentre aussi dans des budgets qu'on n'a pas forcément. Donc, bon, déjà français-anglais, s'il peut répondre de manière sans faute et correctement dans ces deux langues, c'est déjà pas mal. S'il est bilingue, ça nous suffit. Il va continuer à être bilingue, mais bientôt il va passer sur une nouvelle technologie qu'on vient de mettre en production, où il pourra comprendre 25 langues. Donc même s'il ne les parle pas, il pourra au moins comprendre si quelqu'un lui parle en coréen. Il répondra en anglais peut-être. Il répondra en anglais peut-être. En tout cas, il aura compris la question. Voilà. Mais il pourra répondre en anglais. Voilà, tu vois des pistes d'amélioration, on en trouve finalement. Enfin, je crois que le coréen sera dedans. Ouais. Au moins, il y a le chinois. Bon, bah, je crois qu'on a rattrapé le retard du coup. Merci à tous de nous avoir Merci écoutés. beaucoup.